général ou partout. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas traçable. Voilà pourquoi on est toujours dans les mêmes choses. Monsieur le Président, mettez des gens qui aiment le pays, oh, parce que ça là, les hôpitaux aussi ont un peu raison. Qu'est-ce qui prouve que les factures qu'on présente à la CNAMGES là sont réellement des vraies factures? On peut les modifier. Mais s'il y avait un acte de prise en charge, chaque fois qu'Ascorim va déposer des nonces, on présente, on envoie un acte de prise en charge dans les hôpitaux, mais au moins il y a une traçabilité comptable. C'est ça. C'est là où est le problème. Donc c'est une mangeoire où tous se complaisent là-dedans. D'accord. Maintenant, il y a eu, pour enchaîner l'opération de confiscation des corps dans les pompes funèbres. Ça aussi, c'est une opération que nous avons menée en 2024. Parce que ce qu'on vous parle là, ce n'est pas le Kalakala, c'est 2024, le bilan. Là-bas, c'est un problème. Il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque il y a un décès à l'hôpital, les services de pompes funèbres de l'hôpital retirent la dépouille pour la placer à la morgue de l'hôpital. Cette opération coûte 30 000. Quand on vient prendre votre parent dans la chambre, la morgue derrière, on vient prendre le cadavre là, dans la chambre pour l'amener derrière, ça coûte 30 000. On ne dit pas aux parents que là où on est venu prendre ton corps là, est-ce que tu es d'accord ou pas? Non, ils prennent. C'est déjà comptabilisé 30 000. Et le parent ne sait pas. Parce que le parent, il est d'abord affligé. Il doit non seulement se battre pour payer la facture, laissée par le défunt, mais la conservation aussi, c'est un problème. Là, je n'ai même pas envie de me lancer trop parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est grave. Elles-mêmes vont s'expliquer. J'ai fait venir quelques-unes là pour s'exprimer. Super. Chez nous, les pauvres, c'est compliqué. Lorsque tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas te faire soigner. Surtout à l'hôpital Jean Ebori, où j'ai été victime. J'ai amené mon petit-fils à l'hôpital Jean Ebori. Il est décédé. Lorsque l'enfant décède, on prend l'enfant, on l'amène à la morgue sans aviser les parents. Lorsqu'on l'amène à la morgue, on arrive, on dit, c'est un enfant de 4 mois, on peut récupérer le bébé. C'est un bébé de 4 mois, on l'enterre le même jour. Mais on prend le bébé de 4 mois, on l'amène à la morgue. On n'avise pas les parents. On arrive, on demande. Ils nous disent, madame, si vous ne donnez pas les 350 000, on ne vous donne pas le corps. On a été traumatisés. On s'est dit, mais un bébé de 4 mois ne peut pas aller à la morgue. Ils me disent, non, madame, si vous n'avez pas les moyens, on ne peut pas remettre le corps. Nous sommes allés à la maison. On a fait 2 semaines. On a vu madame Aminata. Nous sommes allés sur place avec madame Aminata. Elle a vu le directeur général. Elle a parlé là-bas, elle m'a dit, oui, tu as amené madame Aminata pour venir faire le buzz. J'ai dit, ah bon, venir faire le buzz. Ce que vous faites, c'est normal. Un bébé qui meurt. Ici, vous ne donnez pas le corps aux parents, mais vous prenez le corps, vous l'amenez à la morgue et vous demandez l'argent. Madame Aminata a parlé avec le directeur. À travers ça, on a donné, madame Aminata a fait vraiment, c'est une dame vraiment qui prend soin de nous les pauvres, parce que nous sommes pauvres. Nous, on n'a pas de moyens. Et quand tu n'as pas de moyens, vraiment, on ne te voit pas. Donc cette femme-là vraiment a pris ce problème-là à cœur. Elle a vraiment trouvé une solution où la CNAMGES a levé, ils ont annulé la facture de l'hôpital. On arrive à la morgue, ils me disent non, madame, on ne peut pas vous remettre le corps parce qu'ici à la morgue, il y a aussi une autre facture. Une facture qui coûte. On était à 400 000. Madame Minata dit non, c'est pas normal. On quitte de 300 000, on arrive à la morgue, c'est 400 000. Est-ce que c'est normal? Madame Minata a fait le tout possible. Elle a vu, elle a écrit au ministère de la Santé, la CNAMGES, les affaires sociales. Vraiment, elle s'est débattue. Alors, comment on vous a remis le corps de Pativoire, la première dame. L'enfant avait déjà fait 7 mois à la mort de Jeanne Ebori. Décomposé. Ils prennent l'enfant à la mort de Jeanne Ebori pour envoyer à Gassefga sans viser les parents. On arrive avec madame Mineta pour aller regarder. On nous dit, mais le corps n'est plus ici. Le corps est maintenant à Gassefga. Quand on arrive à Gassefga, vous ne pouvez même pas regarder le corps parce qu'il y avait les os. Un bébé de 4 mois. Les os. Ça veut dire que si ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas regarder. C'est madame Mineta qui a vu la première dame. Elle a pris ce problème-là à cœur. Elle nous a aidés pour
enterrer cet enfant dignement. La facture était élevée à 2 millions. Nous, les pauvres, on va payer une facture de 2 millions. Comment? Un bébé où il n'y a rien que les autres. Les autres, on leur dit même, mais puisque c'est maintenant les autres, donnez-nous même le corps pour aller. Ils disent non, si vous ne donnez pas les 2 millions, vous ne donnez pas le corps. Donc c'est pour dire que vraiment, nous qui n'avons pas de moyens, c'est compliqué. On ne peut pas se faire soigner. Quand tu meurs encore, en fait, c'est un calvaire. Que le président puisse voir cela. Vraiment, c'est compliqué pour nous les pauvres. Tout à l'heure, il faut dire que Ascori m'a fait une analyse minutieuse de ce dossier des morgues là, qui a permis de constater que c'est une vaste opération d'arnaque. Je dis bien d'arnaque. Les corps sont accumulés dans les morgues des hôpitaux et le nombre a dépassé les places disponibles. C'est ce qui fait. À cause de l'argent, ils accumulent les corps comme ça là, en espérant que les parents viendront les chercher. Alors que quand ils ont mis les corps là-bas, certains parents demandent même dès le décès, donnez-nous le corps de notre parent. Ils refusent. Maintenant, quand ça s'est accumulé, ils ont envoyé ça à Kasebga là-bas. Et quand les parents vont là-bas, ils ont découvert les corps en totale décomposition. Il y a des corps qui sont restés là-bas coincés dans les morgues de Jeanne et Bory, le CHU là, pendant 2 ans. 2 ans. Les parents même oublié. Il y a une fille qui m'a dit, mais madame, merci de m'avoir interpellé, mais j'ai même eu encore un autre enfant. Je l'ai complètement oublié. Mais ça m'a fait mal, c'est triste. Bon, au départ, je me suis dit, mais est-ce qu'elle est normale? Mais c'est sa façon à elle de faire le deuil. Comment on peut garder votre corps, le corps de ton parent, de ton enfant, 2 ans dans une morgue, parce qu'on attend que tu viennes payer la facture? Monsieur le Président, mesdames et messieurs, c'est la torture les Gabonais. Donc, je suis allée là-bas, j'ai découvert ces corps-là en état de décomposition avancée. La stratégie des Kasebga, c'était quoi? Après avoir saisi le procureur de la République, ils ont saisi le procureur de la République. Quand ils ont vu que le corps était déjà plein, il n'y avait plus de place pour leur business, ils ont saisi le procureur de la République pour se débarrasser de ces corps-là en état de décomposition avancée, pour les enterrer à titre indigent, dans une fosse commune. Monsieur le Président, dans notre pays, le Gabon n'est même pas nombreux. On va prendre 87 corps qu'on a gardés dans les morgues parce qu'on voulait l'argent. Maintenant que les corps sont en décomposition, c'est perte et profit. Au lieu d'appeler les parents pour dire, venez nous libérer les morgues, prenez vos corps même qui sont décomposés, ils préfèrent faire quoi? Écrire au procureur pour les enterrer à titre indigent. Mais si c'est à titre indigent, ils avaient même la liste. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé la liste et j'ai appelé chaque parent. Et entre-temps, Kasebga avait déjà envoyé une facture de plus de 400 millions, je dis bien 400 millions à la mairie de Libreville pour payer les frais de gardinage et tout. Ils ont traité quel corps? C'est des corps qui sont partis des chambres jusqu'à la morgue en conservation. Dans la conservation, là, ça faisait plus de 400 millions. Voilà une mafia que nous, on a interceptée, on a arrêtée. Ils ont envoyé cette facture-là à la mairie de Libreville. Et nous avons réussi à bloquer cette opération. Ascori m'a informé les familles pour qu'ils aillent. J'ai d'abord écrit au procureur pour suspendre l'opération parce qu'il me mettait maintenant sous pression. Madame, la fosse est déjà creusée. Nous, on veut mettre les corps dans les tombes parce que ça nous coûte aussi de l'argent. Il faut qu'on fasse. J'ai dit non, c'est des Gabonais, c'est des êtres humains. Donnez-moi au moins 1 ou 2 jours. Le temps que je trouve des solutions, j'appelle les familles. J'ai appelé, ceux qui ont répondu sont venus prendre leur corps. Mais, entre-temps, il fallait que nous, on aille demander au procureur, écrire au procureur pour dire de suspendre l'opération. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? N'ayant pas de moyens. Si Ascori m'était subventionné, les associations qui ne foutent rien dans ce pays-là, qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont là que sur les claviers et sur les mensonges de l'Union, oh, on a fêté telle journée. Ils étaient là, non? Qui a fait quoi? C'est Ascori. Je me suis battue pour rencontrer la première dame. Pour dire, maman, ce sont des Gabonaises, voilà. Elle était très sensible à cela. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, il faut des cercueils, il faut des couronnes, il faut ceci. Et puis de l'argent pour transporter les corps des cassés. C'est des familles démunies, totalement indigents. Donc elle a dit, ceux qui vont répondre, tu me fais signe et puis on va voir ça. Et ceux qui ont répondu, l'une d'elles venait de parler. Donc ceux qui ont pu répondre sont allés chercher leur corps pour les enterrer, au moins dignement. Grâce à l'intervention de la première dame par sa fondation Ma Bannière.
que je remercie aujourd'hui. Il faut dire que ce problème de morgue a été posé à la tutelle. Nous avons écrit et on a réussi à avoir le contrat qui lie toutes ces morgues-là aux hôpitaux. Nous avons envoyé ce contrat-là au ministère de la Santé pour qu'ils regardent ce problème-là. Nous avons découvert que toutes ces morgues, au cours de nos investigations, appartiennent à l'État. Et ça a été cédé au privé. Ce sont des morgues de l'État. Et pour ce faire, Ascori m'a fait une proposition en disant, mais dans les filières de formation à l'INFAS ou bien au CUS, mais former les morguiers, c'est plus simple. Former les morguiers puisque les structures existent déjà. Ils ne nous ont pas écoutés, ils ont écouté, mais nous on a fait notre part. On a fait notre part. Pour comprendre les erreurs, les causes des erreurs et négligences médicales dans notre pays, dans les structures de santé publique, Ascori m'a effectué une mission de collecte d'informations du 29 janvier au 6 mars 2024 dans les structures hospitalières publiques, à savoir les centres de santé, l'hôpital régional et tous les CHU. Ascori a transmis ces données à nos partenaires privilégiés, à savoir le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, la CNAMGES, l'inspection générale du ministère de la Santé, ainsi que la CNAMGES comme d'habitude. Et nous avons même fait copie au CTRI. À l'issue de cette tournée, Ascori m'a constaté que, pour le déplorer, la recrudescence des cas d'erreur et de négligence médicale et de faux diagnostics. Cela sous-entend que la hiérarchisation des soins n'est pas suffisamment connue des populations. Lorsque quelqu'un est malade, il veut être pris en charge rapidement. Normalement, cette hiérarchisation devait être connue des populations. La sensibilisation manque. Les populations sont sous-informées. Que quand tu tombes malade, si tu habites Ntoum, tu dois commencer d'abord par aller au centre de Ntoum. C'est le centre de Ntoum. Quand il est incapable de te soigner, il t'envoie maintenant à l'hôpital régional. L'hôpital régional te prend en charge avec la traçabilité d'un rapport médical. Et quand on t'envoie là-bas, eux aussi, ils te soignent. S'ils trouvent que ce n'est pas bon, ils te font aussi un rapport pour t'envoyer maintenant dans un CHU. Parce qu'on ne va dans le CHU que ceux qui vont faire l'objet d'une recherche, des soins intensifs, hein, et la formation des docteurs, là qu'on vous dit tous docteurs, c'est des élèves qui sont encore stagiaires. Donc là-bas c'est pour ça. Mais si les CHU sont bondés de monde, c'est parce qu'il y a des manquements dans ces structures. Ils m'ont même dit, madame, regardez, une prise en charge, comment on peut la faire? On n'a même pas de quoi faire, prendre une goutte épaisse pour savoir si c'est un palu ou bien c'est... Il n'y a rien. Mais ce petit matériel qu'on a regardé, ça ne coûte même pas cher. Mais aujourd'hui, on nous parle des gros chiffres. Monsieur le Président vous trompe. Les petits centres de santé, là, quand c'est bien équipé, on affecte les médecins là-bas. Je vous assure que les CHU seront désengorgés. Parce que les patients vont trouver leur compte dans les centres de santé. Si ce n'est pas fait, on les envoie avec un rapport médical et ce serait suivi. Parce que le problème des rapports médicaux, là, ils ont peur de donner ça aux patients parce qu'il y a des faux diagnostics là-dedans. Donc, j'ai parlé de la hiérarchisation des soins. Ça veut dire que les patients doivent commencer par les structures de santé périphériques. L'hôpital régional, avant d'arriver dans les CHU. Donc, ils parlent des périphériques, des centres de santé. Ils vont à l'hôpital régional. Quand là-bas, ce n'est pas possible, là, eux, ils peuvent maintenant orienter le malade vers un CHU. Ce n'est pas ce qui se fait. Pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien, le patient ne respecte pas cette hiérarchisation. C'est tout simplement parce que dans les centres périphériques, il y a des manquements. Tout le monde préfère aller là-bas au CHU, mourir là-bas. Pour une prise en charge immédiate, il n'y a pas. Il y a trop de manquements. Il y a le manque de plateau technique, c'est ce qu'on a découvert. Il y a le manque de médecins spécialisés. La formation des infirmiers spécialisés. Insuffisance des structures néonates. Absence, parce que là aussi, c'est une formalité, c'est une formation spécialisée. Hein? Il n'y en a pas, on dit qu'il n'y en a pas suffisamment. Ceux qui s'occupent des bébés là, il n'y en a pas suffisamment. Absence de structure pour la détection des malformations. Beaucoup de bébés naissent avec des malformations, alors que c'est depuis le ventre de l'enfant, de la mère, qu'on doit détecter que ce fœtus-là ne peut pas évoluer correctement parce qu'il atteint de telles malformations. Ça n'existe pas, Monsieur le Président.
Mesdames et messieurs, voilà pourquoi vous voyez les sages-femmes là aussi vous engueulent là-bas dans les machins, alors que tout ça là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oh. Nous avons donc, depuis ce 6 mars, du 29 janvier au 6 mars effectué cela, et on a transmis toutes ces copies à qui de droit. L'impuissance des structures de santé face à la flambée des cas de cancer. Là-bas, là, c'est la cata. On a fait des directs pour démontrer à quel niveau nos patients allaient, on ose même les évacuer, alors que quand il est temps, parce qu'ils ne sont pas suffisamment équipés de déceler ces cancers à temps, il faut traîner le malade avec la cherté des médicaments et tout ce qu'il faut. Ce n'est que vers la fin qu'on évacue le mal, qu'on les évacue. Là-bas aussi, c'est notre problème. On vous dit qu'ils ne les évacuent pas dans les vrais centres. On les évacue dans les hôpitaux de périphérie, les business qu'ils vont faire là-bas, signer les conventions. Et puis quand nos malades partent là-bas, ils meurent. On a vu le cas de Jérémie, où la mère l'a trouvé dans un hôtel, elle évacuée. Il était dans un hôtel. Les cheveux ont poussé, la mère a pleuré. Elle nous a ramené ces images-là. Normalement, cette famille devait porter plainte contre la CNAMGES. Mais malheureusement, comme on n'a pas d'argent, quand on est indigent, monsieur le président, on fait comment? Voilà pourquoi il continue à nous torturer comme ça, torturer. J'ai pleuré, j'ai vu cet enfant-là, une mère. Tu as porté ton enfant 9 mois, voir ton enfant mourir dans de telles conditions. Donc, le problème des cancers, là, c'est grave. Je vais vous faire la démonstration du cas de Mikala et des autres cas. Depuis l'âge de 10 ans que je souffre. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. À chaque fois que je pars avec ma grand-mère à l'hôpital, on ne fait que nous donner les ordonnances. Jusqu'à ma grand-mère aujourd'hui, elle-même, elle est malade, elle souffre d'un cancer du sein, elle n'arrive plus à rien faire. On est assis à la maison. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai pu rencontrer Madame Aminata qui essaye de nous aider. On a écrit au ministre de la Santé. Il ne nous a jamais dit de revenir, il nous fait toujours balader, on nous fait toujours balader et balader jusqu'à aujourd'hui. Que des ordonnances et des ordonnances. J'ai déjà 19 ans et vraiment, dans cette maladie, on ne trouve jamais de quoi je souffre. Vraiment, c'est de trop. Vraiment, je souffre, c'est vraiment compliqué. Tous les jours, que des ordonnances, ça monte à 200 000. On va gagner ça où je viens juste avec ma grand-mère. Donc vraiment, pour moi, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que tu ressens concrètement? Donc vraiment, moi-même, tout mon corps me fait complètement mal. Toutes les articulations, ça se déforme tout seul, comme vous pouvez voir en ce moment. Donc vraiment, c'est vraiment compliqué, comme vous pouvez voir. Donc c'est vraiment ça que je vis tous les jours. Payer les compresses tous les jours, on paye les compresses et ça n'est pas jamais, c'est toujours là. Il n'y a pas de suite, pas de résultat. On ne fait que te donner des examens à faire, Quand tu pars donner les examens, on dit, il faut encore refaire. On ne dit jamais de quoi je souffre. Donc c'est un peu ça. Natacha, et je viens parler de manquements. Ça sont les manquements, j'appelle ça manquements, parce que en fait la CNAMGES se moque de nous, les affaires sociales se moquent de nous, parce que nous n'avons absolument rien. Il y a de cela 4 ans, j'ai rencontré Madame Aminata, j'étais à Jean-Lébory, et nous étions à la belle étoile, à la pleine lune. Nous étions en train de dormir juste parce que il fallait payer une facture de presque 1 million. Et lorsque je vais de Ntoum, lorsque Ntoum m'évacue, je dois payer le carburant. Je dirais que je n'ai rien. Lorsque j'arrive, on m'envoie aux affaires sociales. Quand j'arrive aux affaires sociales, ils me demandent combien j'ai. Je leur ai dit que je n'ai rien, je viens au compte des affaires sociales de Ntoum. Ils me disent non, tu vas payer parce que là, je dis non, je n'ai rien. Donc, dans ce cas, laissez-moi repartir avec mon enfant qui aille décéder à la maison. Comme ça qu'ils m'ont accepté. Et après, même à la sortie, ils m'ont menacé parce que maman Aminata est venue défendre. Et du coup, à chaque fois, quand je reviens dans les hôpitaux, il faut que je paye des ordonnances. Je dois payer les examens. Je dois. Et quand j'amène même les enfants, on me parle mal, on m'insulte.
Il y a des jours même où je dors à la Belle Étoile parce qu'on ne veut pas me recevoir à l'hôpital. Et quand je repars, on me dira, j'ai demandé même à me faire des examens, des profonds examens, en fait, d'approfondir des examens. Ils me disent qu'il faut l'argent. Il fut un temps, j'avais le corps enflé, j'étais méconnaissable, j'étais arrivée ici, j'ai appelé maman, je lui ai dit que là, je ne peux plus, je n'arrive même pas à marcher. Je suis allée au CHU. Maintenant, quand j'arrive à l'hôpital général, on me demande de payer une facture faite au crayon à ma sortie. La facture est faite au crayon. Lorsque je viens, je boude même avec la major que non, comment vous pouvez me faire une facture au crayon? Vous dites que c'est ma facture, je dois forcément la payer. Je ne peux pas payer parce que déjà même, cette facture-là ne montre pas que c'est ma facture. Je peux l'effacer et mettre à 50 000 ou 60 000 parce que vous l'avez faite au crayon. Elle m'a menacé, on s'est discuté et tout. Voilà, récemment, je suis repartie à l'hôpital, encore la deuxième fois. On m'a interné. Et là-bas, le médecin me dira que tu as quoi? Je dis au médecin, non. On m'a découvert avec le cœur qui sonne. Le cœur est gros. Il dit, oui, tu as l'insuffisance cardiaque. Donc, ce qui est là, repars voir ton médecin parce que moi, ici, je ne peux pas te recevoir. Comme tu tousses, je ne peux pas t'isoler. Ton médecin pourra t'isoler. Je dis, non, c'est juste une simple toux. Ils m'ont dit, non, je risque de tuer les gens de l'hôpital si je continue à être là à l'hôpital. Donc, ils m'ont renvoyé. Pendant qu'ils ont dit, j'avais 7 de tension. La tension était tellement basse. Et ça, je m'adresse à l'hôpital de Moutou. La tension était tellement basse que c'est une dame que Dieu a suscitée qui m'a fait remonter la tension. Elle m'a payé un glucosé pour qu'on puisse m'interner et me faire monter la tension. Alors, vous demandez quoi aujourd'hui à l'État? Ce que je demande à l'État, c'est de revoir, parce que déjà, nous sommes des personnes très indigentes, donc nous avions besoin d'avoir des cartes qui pourraient faire qu'au moins quand nous allons dans les hôpitaux, les pharmacies, nous n'arrivons plus, au moins ne nous insultera plus, au moins on ne va plus nous sosifier, voilà. Au moins on ne pourra plus nous maltraiter. On saura que nous venons au compte de l'État. Mouka Makaya Jérémy, un patient dont le CHU en connaît, ils en ont quand même donné des nouvelles là-bas, d'où j'ai dû subir depuis l'âge de 9 ans. J'ai eu un abcès, cet abcès-là m'a tellement théorisé que j'ai quand même bénéficié de la grâce d'une première personnalité qui m'a envoyé à l'hôpital général en 1997, dont j'ai subi une opération par le docteur Alogo, qui est finalement devenu l'un des professeurs des médecins trauma dans les chiots. Malgré les douleurs que je ressentais, que le pic était déjà guéri, mais à l'intérieur, ce n'était pas encore guéri. Moi, je me disais, j'étais bien portant, mais pendant que j'avais un microbe que j'ai traîné pendant 30 ans. D'où le 26 janvier 2022, subitement un jour, je vais à la douche, je me lave, c'est toute la peau du pied qui quitte. Vraiment, si les animaux de la forêt plus mauvais, mais l'homme sent plus mauvais encore. Moi, je suis un témoin vivant et je suis le témoignage de ma propre personnalité, donc je pourrissais vivant. D'où quand je viens en 2022, je suis venu le 27 janvier 2022. Je croisais les médecins du CHU, je suis arrivé au service d'urgence. Je leur ai dit, là, je ne suis pas bien, vraiment, je ne me sens pas bien, je suis en train de pourrir vivant, qu'est-ce que vous pouvez faire comme solution? Ils m'ont fait comprendre que ici, tant que tu n'as pas d'argent, on ne peut pas prendre soin de ton cas. Les peu de moyens que j'avais, je commençais à payer les consultations et tout. Mais vous savez que quand on parle d'un problème de carte à CNAMGS, on a l'impression que vous êtes le dernier des cas qu'on doit prendre dans un CHU ou dans un centre hospitalier. Du coup, ils ont essayé de faire certaines choses. D'où ils m'ont imposé un rythme que chaque fois même, Dieu a fait une grâce que depuis les 97, je recroisais le même médecin donc, qui m'avait opéré en 97, qui m'avait fait une greffe de la peau pour recoller à la jambe dont j'avais eu un abcès. Ce même médecin-là m'a imposé un rythme d'où je dois le payer toutes les semaines. Chaque séance des consultations vers lui, je dois payer 25 000 francs hors de la carte à CNAMGS.
n'ayant pas de pourvu de moyens, j'ai dit, ah, je n'ai plus de moyens. Déjà, les ordonnances, ça me dépasse. Je ne fais que me dégrader. J'ai dû faire recours à mon village Antoum. Par la grâce et le bonheur de l'Éternel, a envoyé une mère d'une patrie, beaucoup de talents et de cœurs grands, qui est Maman Aminata. Au cours de sa sensibilisation, elle a pu me découvrir. Ouissant à la maison, mettant de la poudre sur la blessure dont je pourrissais. Elle a dit non, ce cas-là, je ne veux pas accepter cela. Tu ne peux pas rester ici, là, il faut que tu partes à l'hôpital. Au cours de cette interview, lorsqu'elle a fait un direct, j'ai dû apercevoir au moins 3 véhicules du SAMU qui est sur les ordres du docteur Yaba, le directeur général du SAMU. Lorsqu'il est arrivé, ils m'ont fait un pansement par rapport sur la pression du direct de Maman Minata. Lorsqu'ils sont arrivés, ils m'ont fait le pansement, ils ont dû encore m'abandonner pendant 10 jours. Pendant qu'ils avaient dit que non, ils pouvaient faire cela jusqu'à ce que les soins terminent. J'ai dû refaire encore recours à Maman Minata. Elle m'a dit non, ça je ne peux accepter ça, un Gabonais ne peut pas mourir comme ça. Moi, mon objectif, ce n'est pas de connaître la personne, mais c'est de savoir d'abord que toi, tu es un citoyen gabonais, il faut que tu sois pris au soin. Elle a dû me renvoyer encore un peu de l'argent, d'où je suis venu au CHU. Mais car cela ne tienne, j'ai fait déjà l'objet de certaines publicités du SAMU national. Donc, c'est des choses dont on va reparler après. Monsieur Yaba, il en sait, parce que je l'avais appelé un jour, je l'ai dit, moi je vais demander des explications sur le cas dont tu as publié. Pour moi que non, tu m'as pris. Le jour que je vais même faire le scanner, il a dû me bloquer en salle, hein, monsieur Yaba, au SAMU national. Il a dû me bloquer en salle lorsqu'il a écouté que Madame Aminata était dans les locaux. Il a dit non, la femme là, elle aime trop parler et tout. Là, en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Il faut que vous me bloquez le patient là. Un pansement qu'ils m'avaient déjà fait, ils ont dû refaire le pansement et me donner une perfusion. Donc j'ai dû poser la question à ces médecins là. J'ai dit, mais vous me remettez la perfusion, vous me refaites le pansement. Pour quelle raison? Là, ils m'ont dit non, mais il paraît que Madame Aminata est là. C'est l'ordre du chef. Il a dû m'interviewer dans certaines questions, mais les problématiques dont je l'ai édifié, il n'a pas pu prendre ça en compte. Il a dû faire, comme on dit les enfants, dans son buzz, pour faire sa publicité. Cela, c'était une parenthèse. Lorsque Maman Aminata m'a réenvoyé l'argent, je suis allé au CHU d'Ovendo, d'où je croisais les médecins. J'ai dû me déshabiller au CHU d'Ovendo. J'ai dormi dans un brancard pendant 3 jours, un vieux brancard bourré de sang. J'en ai des patients qui pourront le témoigner. Dormir dans un brancard, la preuve en est que le matelas dont je dormais, le ventilateur et tout, ça a été payé par Madame Aminata, la présidente d'Ascorine. Elle est venue au CHU, on a dû me faire certaines interviews, d'où moi j'ai fait l'objet des moqueries par rapport aux médecins du CHIO. Même jusqu'aujourd'hui, quand je vais là-bas, on me dit, voilà, toi qui es l'office de la femme qui aime trop parler là, aujourd'hui on ne te soigne pas. Moi, j'ai dû les faire comprendre que, mais depuis que je suis arrivé, non seulement les 3 jours dont j'ai fait, lorsqu'ils ont entendu que Madame Aminata est revenue, d'où l'ancienne directrice a dû envoyer, pour faire un semblant, m'a envoyé un paquet de compresses, de 60 compresses, d'où elle m'a envoyé 4 infirmières pour venir confirmer que oui, elle m'a fait un don. Je lui ai dit, Madame, oui, ce trafic d'influence ne marche pas avec moi. Si on dit je suis indigent, je n'ayant pas de moyens, si vous voulez prendre soin de moi, la même manière dont une mère, une dame donc qui ne me connaît pas, mais à cause de l'amour de la patrie, elle prend soin de moi, c'est comme ça que vous devez prendre soin de moi. Et encore, vous avez prêté serment, vous avez fait, vous êtes médecin, moi je ne connais pas la médecine, je suis malade, soignez-moi simplement, je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes avec vous. Donc j'ai eu certains accrochages, ils en savent. Moi, à mon actif, lorsque la douleur a dépassé, même étant dans le CHIO, j'en ai pris 200 comprimés, ça ne m'a pas tué. 100 mélangé du javel, ça ne m'a pas tué. La dernière reprise, je crois que ça 6 jours avant le coup de libération, dont j'ai dû faire recours, j'ai pris les bouteilles de javel, j'ai payé la javel de 2000. Les médecins en savent. Le docteur Didier, le responsable de la CNAMGES du CHIO de Vendo, quand il était là-bas, lui-même, il en sait l'histoire. Donc j'ai dû boire cela. Quand les infirmiers ont été au courant de cela, ils ont dit, mais il faut qu'on lui fasse le lavage d'estomac, parce que ça c'est un patient, si Madame Aminata écoute ça, ça va nous causer beaucoup de problèmes. Je les ai dit, moi je ne comprends pas pourquoi je veux finir à la vie par rapport à la douleur qui m'habite, mais Dieu ne veut pas m'appeler. Bon, comme telle année le cas, moi alors, désormais, vous seriez face à moi des problèmes tant que vous ne me soignez pas.
Mon problème, tant qu'elle n'est pas résolu, moi aussi, je ne vais jamais vous laisser. D'où même un jour, j'ai dû aller les trouver, tous les médecins. J'ai attendu à 9 h du matin. Je suis allé les trouver dans leur bureau. En ayant un bloc, j'ai dit non, mais docteur, oui, personne de vous ne bouge. Vous avez deux choix. Soit vous me donnez un comprimé qui me tue une bonne fois, ou soit vous prenez soin de moi et vous me donnez un diagnostic complet. Ils ont fait des suppositions à mon égard, en disant que je souffrais des ulcères de Bourrelie. D'où même en 97, mon dossier n'a pas été ressorti. Pour quelle maladie réellement? Quelle est la pathologie dont je souffrais? Je n'ai pas eu retour de cela. Mon médecin, même lorsque je refais le tapage là-bas, ce dernier qui est le professeur docteur Alogo, il a une clinique même. Il est vers Cournam, je crois, vers Mélène là-bas. Il a une clinique, il exerce en ce moment-là. Ce genre de cas, moi, je ne saurais le tolérer. D'où j'ai dû faire comprendre à ces médecins-là. J'ai dit, tant que Dieu ne m'a pas appelé, face à vous, vous serez face à moi un obstacle parce que chaque fois qu'on va se voir, il est mieux que vous faites quelque chose qui va finir à ma vie. Mais tant que Dieu ne m'a pas appelé aussi, je serai constamment face à vous. D'où, par rapport au soutien de Mme Aminata, toujours dans la persistance, malgré la négligence médicale au CHUO dont j'ai subi, j'ai dû, déjà le CHUO, déjà vous savez que si ce n'était nullement le soutien d'Ascorim, déjà au CHUO, dans tous les CHUO, on ne nourrit pas. Le jour que maman Aminata, si je ne l'appelle pas pour dire que maman là j'ai faim, je vais manger du calaba. Parce qu'il n'y a pas de nutrition. Tout le monde, on te dit, est-ce que c'est nous qui a demandé à ce que votre famille soit pauvre? J'en ai des médecins qui me l'ont dit. Je garde l'honneur par discrétion. S'ils réagissent, là encore, je vais me mettre face à eux. D'où j'ai quand même bénéficié avec le courage et le dynamisme de Ascorim. D'où, le jour dont les médecins viennent me dire qu'ils vont me faire l'amputation. Je leur ai dit, bon, vous me faites l'amputation, c'est sûr. Pourquoi? Ils m'ont fait comprendre qu'on te fait l'amputation parce que simplement, ton cas a tellement déjà duré. Et puisqu'on ne trouve pas la pathologie, le temps qu'on prend les extraits des examens pour envoyer en étranger, on veut là-bas te faire l'amputation. Je les ai dit non, ça ne peut pas marcher avec moi. Dites-moi au moins que vous me faites l'amputation par rapport à telle maladie ou telle pathologie. Ils font des suppositions en me disant c'est l'ulcère de Bourrelie. Moi-même, avec autant de curiosité, j'ai demandé, j'ai fait recours à un psychologue, donc qui prenait quand même de son temps pour venir me voir. Donc quand il arrive, j'ai dit, ah mon frère, oui, je ne comprends pas. Toi étant psychologue, est-ce que tu peux m'aider dans cette filière-là? Il me dit, il y a quoi? J'ai dit non. Moi, il s'avère que tous les médecins me disent que je souffre de l'ulcère de Bourrelie. Essaye de regarder tous les médicaments qui est autour de moi depuis que je suis arrivé ici. Essaye de taper pathologie, ulcère de Bourrelie s'il y a un médicament qui en figure. Lorsqu'il va taper, il me dit non. Même ici au CHUO, on n'en soigne pas ces gens de maladies. On les soigne à l'embaréné ou bien comment, mais normalement, il n'y a pas un médicament qui concorde à cette maladie. D'où lorsqu'ils viennent me parler de l'amputation, je les dis simplement non, je ne veux pas que vous m'amputez parce que si vous m'amputez à un endroit où le microbe a dépassé cet endroit, ou bien le microbe est toujours là, les jours à venir, ça va avancer. D'où j'ai fait recours à Ascorim. Ascorim avec le dynamisme, ils ont dû écrire à la CNAMGES. Et moi-même aussi, je me suis levé, je suis parti. D'où j'ai demandé à ce que moi, j'ai besoin de guérir. Je suis père de 6 gosses, j'ai une amie. Même si vous voyez à l'endroit là où j'habite, vous allez même vous demander qu'est-ce que cet homme-là, normalement, il a le droit de l'habiter comme ça. Mais je fais avec parce que simplement, il n'y a pas de regard de certaines personnalités à notre sujet. Nous sommes tellement négligés. Pour cela, on est tellement négligés. On peut faire l'applicabilité des textes. Mais tant que les hommes de bonne foi ne sont pas dans ces structures-là, on n'aurait jamais gain de cause. On va toujours nous traiter de la même manière. La preuve est que lorsqu'on va voir chacun de nous qui feront cette interview-là, je suis sûr et certain, beaucoup d'entre nous, on va nous envoyer à la mort parce qu'on va devoir peut-être nous piquer certaines choses. Mais quelqu'un comme moi, si un médecin me pique quelque chose, il est sûr et certain que je vais d'abord lui demander le médicament ou je vais l'enregistrer et je vais le filmer même avant qu'il me pique. Ça, c'est une parenthèse. Donc, moi, je dis simplement, je suis allé, je fais recours à la CNAMGES. La CNAMGES, lorsqu'ils évacuent même les patients ne sont pas nourris en étranger. Ça, c'est une vérité. On va te donner 2 morceaux de pommes, on va te donner les petites viandes qu'on voit chez les béninoises, là, les boulettes là. C'est ce que tu manges par jour, on te dit simplement c'est la nutrition d'ici de l'hôpital. Mais on en voit dans beaucoup de pays, là où quand on évacue des patients, on les donne un petit quelque chose tous les semaines pour les permettre de manger au moins des aliments qui permettent que quand tu prends des médicaments, il faut que ces médicaments-là concordent avec l'aliment que tu manges. Cela, c'est Dieu qui nous garde seulement. On a dit quand tu es pauvre, tu subis à toutes les choses. Et Dieu aussi essaye de nous garder selon la manière. Ça,
c'est certaines des choses aussi que je voulais dire. Vous concevez avec moi que je suis allé au Maroc. Je suis allé au Maroc. Non seulement la première de fois, lorsque le médecin, j'arrive au Maroc, étant au CHU de Vendo, j'arrive avec 3 d'hémoglobules. D'où les médecins ont dû me demander que comment tu as fait. 3 d'hémoglobules, tu as pris l'avion et tu es venu seul. Je suis allé seul, sans accompagnement. Parce que les médecins ont dit, toi tu n'as pas les moyens et puis on n'a pas le temps pour écrire à la CNAMGES pour qu'on va t'accompagner. Mes parents n'ayant pas les moyens même pour quelqu'un qui doit m'accompagner, j'ai dû faire aller seul. Dieu merci, j'ai trouvé au moins certains des patients aussi, un des docteurs aussi qui était de la cardiologie, qui a dit non, un patient comme ça, il revient du Gabon, au moins on va essayer de l'accompagner. Donc on a dû aller au Maroc. Quand on a fait le diagnostic, les médecins du Maroc m'ont dit très sincèrement que cela est une erreur médicale. Pourquoi les docteurs du Gabon envoient souvent certains patients qu'ils ont déjà touché là-bas quand ils ne connaissent pas la pathologie? Il est mieux de faire le bon d'évacuation pour que ces patients puissent aller là-bas. Là, c'est une provisoire qu'on m'a donné, une prothèse provisoire, d'après l'explication des médecins. Ils m'ont dit, on va te donner une prothèse provisoire parce que la CNAMGES a demandé à ce qu'on te donne juste simplement une prothèse. J'ai dit comment? Est-ce que dans mon document a été stipulé que parce que je n'ai pas de moyens et la CNAMGES m'a envoyé que je dois avoir la pacotille des prothèses? Ils m'ont dit non, va là-bas. Quand j'ai dû demander même le retour de mon diagnostic pour dire bon, donnez-moi au moins les montants, les factures et tout, le fonctionnement, ils ont dit ça, on envoie ça à votre direction générale qui est la CNAMGES. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais été en possession de ce document. Ils m'ont dit après 1 an, ce qui veut dire après janvier là, je dois devoir encore entamer la procédure pour répartir, pour aller faire maintenant une prothèse définitive. Espérons que c'est le cas. Donc moi, tout simplement, mon message d'aujourd'hui, c'est de dire à l'égard de tout ce que nous subissons, si nous avons des personnes actives qui peuvent prendre soin de nous, cette dame qui est à Aminata, cette organisation qui est à Scorim, prennent tout le monde à leur juste valeur. Ils n'ont pas besoin de savoir quelle est ton origine, où tu viens. Ils sont simplement au besoin et à l'écoute de toute citoyenneté. Moi, Madame Aminata ne me connaissait pas. Aujourd'hui, c'est une mère pour moi. Elle en a tellement fait des sacrifices. Si aujourd'hui, j'arrive à manger un morceau de pain, c'est grâce à cette dame. Je vous assure, un jour, vous pouvez arriver, comme j'avais dit simplement à certaines personnes, certaines associations, d'où quand ils viennent faire, par exemple, des interviews, ils choisissent des personnes. J'ai dit non, mais quand vous venez faire quelque chose, le jour que la dame est venue me découvrir, j'étais dans la chambre, elle est rentrée dans ma maison, elle a supporté mon odeur. Madame, je vous assure, messieurs et dames, je vous dis très sincèrement, moi-même, je ne pouvais pas supporter l'odeur de mon corps. Mais cette dame-là, cette association-là n'a supporté. Ne connaissant pas. Donc voilà les personnes sur lesquelles nous encore on peut avoir confiance pour dire, voilà les personnes qui, auprès de ces personnes-là, si le président de la République peut donner l'entière confiance à ces derniers, on saurait que nous les Gabonais au moins, certaines des personnes de l'arrière-classe, les Gabonais lambda comme on nous appelle, on aura au moins un certain espoir de choses, que les choses vont pouvoir changer. Eux-mêmes. Comment on traite les indigents dans les hôpitaux? À l'hôpital au Gabon, là, quand tu n'as pas d'argent, tu es fini. J'ai dit au départ que n'aie même pas la marchande d'avoir une assurance parce que là, ils vont même t'inventer des maladies pour bien sucrer les assurances. Ça, là, ça se passe dans les hôpitaux. Pour le cas de celle qui a besoin d'une prise en charge à 100%, Opiga Mbemba Natacha, celle qui a parlé tout à l'heure. Voilà. On met ça sur sa carte CNAMGES, hein, voilà, tu dois. Hein? On dit total 87 800, reste à payer 27 000, avant 60 000. Les avances là, moi je l'ai envoyé quelque chose, maman, il n'y a pas de micro. Ils ont dit, et un indigent, tu vas trouver l'argent. Quand vous regardez la personne, même pour manger, et Dieu donne des enfants aux gens comme ça. On a même parlé des problèmes d'adoption. Là, ceux qui ont besoin d'enfants n'ont même pas cette grâce-là. Les enfants, là, on peut même les adopter. L'enfant ne va pas oublier que voilà celle qui m'a élevé, voilà celle qui m'a mis au monde. Au lieu de faire souffrir des innocents. Tout ça, là, on a parlé de ça au dialogue social. Elle, jusqu'ici, j'ai écrit à la CNAMGES. Voici son dossier.
Elle a tout ce qu'il faut. J'ai écrit à la CNAMGS. C'est là. Pour qu'on la délivre la carte d'indigent. Jusqu'aujourd'hui, elle a été hospitalisée, vient de sortir. Donc la carte d'indigent, là, viendra. Même en pirogue, c'est même plus vite. On ne sait pas, elle attend toujours. On a le cas de Jérémy qui vient de parler là, qui a la prothèse. Je vous assure qu'il a même omis de dire beaucoup de choses. Jérémy avait même fui le CHU, on est allé le rattraper au pont Nomba. Au pont Nomba, il voulait se suicider. Il a omis. Il m'appelle, maman, je vais me suicider. On l'a rattrapé au pont Nomba, il est parti du CHU de Vendo sur le vélo là pour aller se jeter à la mer au pont Nomba. Tout j'ai payé, jusqu'aux compresses, alcool, tout. Quand la directrice générale vient remettre les compresses, je dis même, mon Dieu, DG, quelqu'un dans l'hôpital, même les compresses, il n'y a pas. Oh, mais quand il n'y en a pas, elle vient pour faire ça, elle vient avec des infirmières, mais ils sont sans cœur. Voilà comment vous êtes, vous les personnels médicaux. Sans cœur. Moi qui donne à tous ces gens-là, j'ai quoi? Le peu que Dieu me donne, ça, j'ai réussi à diviser ça par 2 ou par 3. Juste à ce qu'il aille en évacuation. Ils l'ont bombardé des examens. Il fallait faire ces examens qui coûtent combien pour un indigent? J'ai dit, papa, tu vas partir. Si c'est l'argent, on va trouver. Il a fait les examens pour qu'il parte. Il est allé première fois. Il est reparti la deuxième fois. La première fois, on l'a amputé. Il est revenu. La deuxième fois, on a dû serrer. Ils l'ont bombardé une liste d'examens. Il pleurait. J'ai dit, papa, tu vas partir. On a fait les examens. Il est reparti. On a mis une prothèse provisoire. Là, maintenant, pour repartir, ils ne vont même pas respecter les délais. À la CNAM, j'ai toujours dit, quand je suis allée à l'étranger, que quand vous envoyez les malades à l'étranger, il faut que les 2 médecins, celui du Gabon et celui de l'étranger, puissent être en contact. C'est ce que les autres nous disent là-bas. Pourquoi vos malades viennent avec des faux diagnostics? Et moi, j'ai envie de discuter en tant que praticien avec celui qui est au Gabon pour qu'on puisse tomber d'accord pour le suivi du malade. Il cache. À la CNAM, je ne sais jamais combien on a dépensé pour le malade. Parce qu'après, à la fin d'année, on s'est réunis pour partager les ristournes. J'ai attrapé ça. C'est le madame, le nouveau DG qui a fait seulement 1 an. Je n'ai pas eu le temps de travailler à la CNAMGS, malheureusement. Mais les précédents là, j'ai cité, c'est affaire des ristournes. L'argent du contribuable, les Gabonais souffrent. On n'est même pas 2 millions. J'ai dénoncé des noms, ils se moquent de moi, dit tu peux parler, le chien aboie, la caravane passe. Mais chacun de nous, sachez que, qu'on le veuille ou pas, chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Ça, c'est le cas de Jérémy. Le cas de Marcel, le petit Marcel, voilà son dossier. Ses parents sont morts par accident, c'est sa grand-mère qui l'élève. Quand la pauvre grand-mère va à l'hôpital, il dit ça, ma grand-mère est atteinte de cancer. Elle n'a même pas le courage d'aller à l'hôpital. Parce que là-bas, on va bombarder les ordonnances. Là, on dit maintenant cancer à 100%. Combien de Gabonais le savent? Vous pensez que le Gabonais qui souffre dans le village sait que quand tu es malade, on va te soigner à 100%? L'information reste entre les claviers ici, là, à Libreville. Alors que nous, les associations qui sommes là pour le faire, on ne nous appelle pas pour faire, on dit, ils prennent seulement les associations, ils font une journée semblant, et puis c'est terminé. Le Gabon est toujours mon pépé. Vous pensez qu'un seul doigt peut laver la figure? On dit l'État donne des moyens, c'est notre pays. Mais où vont ces moyens? Remettons-nous en cause. Comment on peut, depuis plus de 10 ans que la CNAMGS existe, on est toujours à la case départ? Avec autant de milliards que j'ai entendu au tribunal, là, que l'État donne, on n'a rien fait. On a des indigents, on ne peut pas, on les insulte dans les hôpitaux parce que l'infirmière doit préparer sa tontine. Elle doit préparer son argent de taxi pour rentrer. Là-bas, c'est le business des médicaments. Quand j'ai demandé au ministère de la Santé, pas celui-là, les anciens, que mettez en place un observatoire dans les hôpitaux, Ascori est prêt à le faire. Nous allons mettre des observatoires pour voir comment on soit les malades. Ça va dissuader un peu le personnel médical. Ils ont dit, oh, les médecins ne vont pas l'accepter. Parce que le médecin est roi ici au Gabon. Voilà maintenant que dans les hôpitaux, les thermomètres, tu payes là-bas, ça devient les pharmaciens. Tu payes le thermomètre dans l'hôpital, on te dit, si tu n'as pas le thermomètre, hein, je vais te prêter ça, c'est pour un autre malade, tu vas rembourser. On va voler, quand ils savent que tu as besoin de... C'est comme ça qu'ils rallongent leur fin du mois. Ils volent le médicament chez l'autre, ils vont revendre à l'autre malade. Tout ça, j'ai dénoncé, fatigué. Et comme j'ai la longue bouche, mais ma longue bouche sera toujours là, c'est comme ça qu'ils disent à mes patients. Moi, à Ascori, je paye les matelas, les draps, la nourriture, tout aux patients. Est-ce que c'est moi l'État? Marcel, c'est là, son dossier là. Et ils ont une technique là-bas. Il a été présenté au ministère de la Santé. Là, on a désigné un médecin pour le suivre.
Qu'est-ce qu'il fait? Il bombarde les ordonnances. Quand un médecin ne veut pas s'occuper des maladies, il sait que tu es pauvre. Il te bombarde l'ordonnance des examens, les scanners, les machins, pour que tu ne reviennes plus. Que tu arrêtes de revenir. C'est ça leur stratégie dans les hôpitaux. Et Mikala est toujours là. De 12 ans à 19 ans, il n'a jamais été pris en charge. Regardez le corps d'un être humain. Ça pouvait être notre enfant aussi. Mais regardez comment les indigents souffrent dans ce pays, alors que le Gabon met des moyens pour que les Gabonais se soignent correctement. Ça, c'est le cas de ceux qui viennent de parler. J'ai les dossiers de tous les patients qu'on a. Ça, c'est 2024. Si on nous parle du gros lot, depuis 2013, on est sur le terrain parce qu'il me fallait une couverture juridique. Parce que si je n'avais pas cette couverture, ils m'auraient déjà mis en prison. Ils vont inventer les mensonges. Heureusement que je suis protégée par le récépissé du ministère de l'Intérieur. Mademoiselle Tsonga, paix à son âme. Cette jeune étudiante qui était morte au bloc à la coupure de courant. On a caché aux parents. Jusqu'ici, ils sont maintenant dans les tribunaux. Ascori les accompagne toujours. Mais pour avoir le rapport médical, là, ils ont dit on va voir notre conseil juridique. Donc c'est le conseil juridique qui vous encourage à commettre des erreurs dans les hôpitaux pour qu'on aille vous protéger au tribunal. Donc la justice qui est rendue au nom du peuple n'est rendue qu'au nom de ceux qui ont l'argent. Mademoiselle Tsonga, les parents saignent. On a tout fait. La grand-mère aujourd'hui s'occupe du petit bébé, une jeune fille. J'ai les photos où Tsonga parlait à sa petite soeur avant d'entrer au bloc. Comment oublier ce genre de choses? On a oublié. Et le directeur général a dit, le directeur général Jean de Boria a dit, je ne peux pas vous donner le rapport médical, je le donnerai par voie d'huissier. Parce que le rapport médical là est où dans les tiroirs, alors que la loi internationale dit, la norme dit que quand un médecin un malade sort de l'hôpital, il doit être accompagné de son rapport, de la copie de son rapport médical. Les médecins au Gabon n'ont pas le temps de faire les rapports. Oh. Monsieur le Président, ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps du business. Tsonga est sortie morte, décomposée à Kassetga. On demande, non, il faut la demande, il faut que les parents demandent. Chez les autres, les blancs qui ont inventé la médecine, parce que je n'ai pas vu celui-là au Gabon là, qui a inventé, en dehors du professeur qui est décédé par son âme, Mavungu, qui était un peu dans la recherche. Mais vous autres là, bah, professeur, les recherches sont... Tsonga, ils nous disent souvent qu'à la demande du patient. Donc vous-même, vous ne savez pas qu'à l'école, là-bas, on vous dit, quand un patient sort de l'hôpital, il doit avoir la copie de son rapport médical. Le rapport médical ou le dossier médical chez les Blancs, c'est la carte d'identité, c'est le passeport d'un patient. Tu peux tomber malade à tout moment. Si tu as ton rapport médical, ça peut aider l'autre médecin à te prendre rapidement en charge parce qu'il va regarder ce que le précédent a mis dans le rapport. Mais eux, ils refusent ça parce qu'ils ont peur qu'on découvre leurs erreurs. Tout ce qui nous bombarde comme médicaments, comme ordonnance, je ne me fous pas de votre métier. Hein. J'aime votre métier. Vous voyez la photo là? La photo de ma petite fille, j'en suis fière. Voilà l'enfant de Sarah. Si je ne m'étais pas battue pour sauver ma fille, aujourd'hui, elle n'aurait pas donné naissance à un enfant. Vous pensez que vous avez le monopole de la vie? C'est un métier, ça s'apprend. Mais vous, c'est les enfants des grands qu'on donne les notes admissibles, là, tu dois passer. Parce qu'au CUS, quand tu ne mises pas, tu ne passes pas. Ça, c'est ce que les élèves même nous disaient à l'époque du combat de Sarah. Il faut miser pour avoir la moyenne. Et il faut être recommandé. C'est ça la pourriture là qu'on a dans les hôpitaux. Et puis, je discute souvent avec eux, ils me disent, madame, nous sommes des enfants des prolétaires. Tu as passé 14 ans pour une spécialité. Quand tu vas soigner, tu as le poids de ta famille parce que tu es un enfant de pauvre. Et quand tu vas à l'hôpital pour gagner ta vie dignement, on te dit ici, là, c'est pas ça. C'est celui qui ne connaît pas qui va te commander. Ils t'obligent à faire ce qu'ils veulent. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas ta place. On est obligé quelquefois de tremper dans ce qui est mauvais. Il y en a qui me disent la vérité. Ils sont obligés. Maman, on a notre famille. Ils ont investi. Tout l'espoir de notre famille est sur nous. Je suis médecin. J'aimerais qu'à la fin du mois, mes parents aussi jouissent de mon travail. Mais avec le salaire qu'on a, lorsque tu veux travailler, tu as la capacité de travailler, on te met les bâtons dans les roues. Il faut suivre les choses de ces gens-là. Aujourd'hui, voilà là où est parti le pays. Donc, nous allons vous présenter, tout à l'heure je vous ai présenté ces photos-là. D'un bébé, la mère est là, parce qu'on pense toujours qu'Aminata invente, elle a la longue bouche, ma longue bouche là. Ça va continuer comme ça. Elle a été brûlée, ce bébé-là est bien né de cette jeune fille. Elle est bien née, l'enfant est parti pour le nettoyage, c'est là-bas que l'enfant
On cache même aux parents que l'enfant est brûlé. C'est lorsque la famille réclame le bébé qu'on l'évacue à Jeanne Ebori depuis 4 mois. Que ce bébé a été brûlé dans un CHU. Alors, où en est-il le problème depuis que l'enfant est là-bas? Alors, le problème est là. Attendez. J'ai accouché le 16 août au CHU de Libreville. Au CHU de Libreville. Donc, du coup, quand j'ai accouché, l'enfant vient né sans problème. Et au CHU, on m'a pris l'enfant, on l'a mis dans le chaud. C'est une stagiaire qui l'a fait. Malheureusement, on l'a arrêtée. Elle est déjà sur mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Le problème est au tribunal en ce moment-là. Et l'enfant à Jeanne Ebori l'ont transféré le 17 août. Donc, l'enfant est quitté du CHU de 22 pour Jeanne Ebori. Et depuis là, je suis à Jeanne Ebori. Ça fait 4 mois. Je viens de Calvaire. Je suis ébahie, fatiguée. Je suis très fatiguée. Je ne dors plus. Je me lève tôt, je dors très tard. Très épuisée. Vous ne savez pas combien de fois je suis asphyxiée. Jusqu'à ce que vous me voyez là, vous me voyez, je n'ai plus de corps. Je n'ai pas que cet enfant-là. J'ai d'autres enfants. Aujourd'hui, les autres, ils ont besoin de moi. J'ai du mal à voir même mes autres enfants. Je passe tout mon temps qu'à l'hôpital. Et là, hier, pas plus tard, depuis un moment, je sollicitais les services de Madame Aminata. Je ne la connaissais pas aussi. Je l'ai connue à cause de ce problème-là. Je fais recours à elle, à son association. Et comme vous voyez, elle m'accompagne depuis toujours. Pas plus tard qu'hier, on était à l'hôpital général, on allait voir on était à l'hôpital de Jeanne Ebori, pardon, voir le directeur général de Jeanne Ebori. Parce que moi, je suis inquiète. Ça fait quand même 4 mois, je voulais savoir à quel niveau. Parce que s'ils ne peuvent pas traiter mon enfant, qu'ils n'ont qu'à signer juste une lettre de transfert pour transférer mon enfant. Parce que c'est le médecin qui traite l'enfant qui doit signer cette lettre pour évacuer, pour la CNAMGES, pour évacuer l'enfant. Mais les médecins me disent que il n'y a que les blessures. Parce que l'enfant, à ce moment-là, l'enfant a déjà une bosse au dos. L'enfant a des boutons partout au corps. L'enfant est devenu maigre. On ne fait que m'ajouter l'enfant le sang jour après jour. Pas plus tard qu'hier, dans la nuit, on m'a appelé à Jeanne Ebori que madame, venez prendre la poche de sang de votre enfant au centre de transfusion sanguine. J'ai dit, comme je n'étais pas là, j'ai dit non, je ne peux pas venir parce que je me suis déplacée, je ne suis pas dans Libreville en ce moment. Là, le matin, là, quand je rentrais, puisque je venais d'abord ici, je dis, le matin, puisque je rentrais, donc je venais ici et on m'appelle en mi-chemin pour dire que madame, on doit enlever votre enfant à la néonate pour la transférer à la néonate, pour la transférer à la chirurgie. Je dis, oh non, madame, on vous attend pour aller avec l'enfant parce que vous aurez une chambre là, vous allez rester avec l'enfant. Je dis non, j'arrive, je vais arriver, mais pas maintenant. Oh non, donnez-nous une heure. Je ne peux pas donner l'heure parce que je ne sais pas l'heure à laquelle je vais arriver. J'ai d'autres occupations. Je ne suis pas allée. Je vais me rendre tout à l'heure. Ce que je demande juste que on ne peut pas juste se limiter aux blessures de l'enfant parce qu'on ne sait pas. Les docteurs ne me rassurent pas sur mon enfant. Je n'ai pas demandé à ce qu'on me brûle l'enfant. Ce n'est pas moi qui ai demandé ça. Pourquoi me punir comme ça? S'ils ne peuvent pas traiter l'enfant, on ne peut pas se baser sur la blessure de l'enfant seulement. S'ils ne peuvent pas me traiter l'enfant, ils n'ont qu'à m'évacuer l'enfant, qu'ils n'ont qu'à signer la lettre de transfert pour que la CNAMGES me transfère l'enfant ailleurs pour que l'enfant puisse avoir les meilleurs soins qu'il faut. Parce que là, je ne sais pas. Voilà le 5e mois, le 17 août là, le 17 janvier. 17 décembre. C'est janvier là. Le 17 janvier là, ça fera 5 mois. 5 mois de cela que l'enfant est là-bas. Est-ce que Jeanne Ebori devient ma maison? Est-ce que moi je suis destinée à être à l'hôpital? Je veux maintenant habiter à l'hôpital. Je fais comment des autres enfants? Je n'ai pas d'emploi. Je ne fais rien actuellement dans la vie. Je me débrouille. Imaginez-vous comment je fais pour payer les taxis.
quand on voit mes prostituées, après on va dire que les jeunes Gabonaises ne se débrouillent pas. Si moi je vendais ma babouche debout, et là je suis maintenant bloquée, je veux faire quoi? Si ce n'est pas la prostitution ou bien si ce n'est pas aller mendier, on va dire quoi? Que les Gabonaises, ils aiment la vie facile? Non, non, non. Moi je demande juste, si Jean Ebori ne peut pas traiter mon enfant, qu'ils n'ont qu'à me libérer l'enfant, qu'ils n'ont qu'à signer. Parce qu'en ce moment, ils veulent enlever le corps. Parce que comme ce sont leurs collègues qui ont fait le travail de me détruire l'enfant, ils veulent demander à ce que c'est moi qui signe la décharge pour qu'on transfère mon enfant. Je ne signerai pas cette décharge. Vous-même, vous allez signer le transfert. Si vous ne pouvez pas me traiter là, parce que si quelque chose arrive à mon enfant, Monsieur le Président, je m'adresse à vous. C'est comme ça qu'on dit que les gens deviennent criminels dehors. Moi, je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas accepter qu'on me détruit l'enfant comme ça. L'enfant est déjà détruit. Elle a déjà les orteils qui sont déjà coupés. Elle n'aura plus de orteils dans sa vie. Et là, maintenant, je vais me mettre à déambuler comme si c'était moi qui aurais demandé à ce que l'enfant puisse devenir comme ça. Là. Je suis fatiguée. Je veux que ça s'arrête. Je ne veux plus ça. Alors, vous... C'est bon. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Alors, moi, je suis le grand frère de cette dame qui vient de parler au sujet de ses enfants. Ce que je demande justement à l'autorité, la première personne qui est Monsieur le Président. Les cas des erreurs, comme disait Madame Aminata, on peut les admettre. Dans chaque travail, il existe des erreurs. L'erreur est humaine. Mais cette fois-ci, ce problème-là, vraiment, il me met, moi-même qui suis l'oncle de ce bébé-là, hors de moi. Si la justice ne soit pas faite relative à ce problème, je le prendrai à main, à bras au corps. Du moment où je connais déjà les facteurs. Hier, je n'avais pas confiance à la justice. Aujourd'hui, grâce à vous, les militaires qui avez pris le règne de notre pays, vous qui prenez ce pays en transition, je voudrais que justice soit faite à ce problème. Je rappelle que ce n'est pas le premier problème, elle a été victime. Ça, c'est le deuxième bébé que l'hôpital général, elle a perdu le premier bébé par erreur médicale. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore lycéen, j'étais en province, j'étais déjà dans la capitale, j'aurais pu quand même attirer l'attention des autorités ou de la justice, comme j'ai eu à le faire cette fois-ci. Elle venait de dire tout à l'heure que le problème est à la justice, c'est moi qui suis son grand frère, qui est d'ailleurs initié. J'ai fait 2 plaintes à l'endroit du procureur de la République. C'est la raison pour laquelle le problème se trouve entre les mains de la justice. Alors ça fait 2 bébés déjà. Le premier bébé l'a perdu. Il fait passer une erreur médicale. L'enfant l'a libéré. On a mis l'enfant des produits des adultes, des doses d'adultes, et l'enfant va convulser lorsqu'elle sort avec l'enfant de l'hôpital. Cette fois-ci, c'est bien clair. C'est moi qui ai signé le rapport d'hospitalisation à Jean Ebori. Lorsqu'on m'a appelé à 22 h, ils ont voulu nous duper, nous cacher. Ils nous ont d'ailleurs caché cela. Mais comment une erreur se produit et vous cachez aux parents et elle-même, la mère du bébé? Lorsque j'arrive demander une médiation avec les services du service d'accouchement, on me fait balader, on me balade comme un moins que rien. Mais je peux ignorer. J'ai survolé un peu le droit, mais j'ai les petites connaissances à la matière. Ce qui a permis, je demande, Monsieur le Président, il faut qu'on restaure nos institutions valablement. Restaurons nos institutions valablement. S'il y a des personnes incompétentes, qu'ils prennent conscience de ne pas exercer les métiers à risque comme la santé, la justice et l'éducation. Sinon, moi-même, je n'ai pas tourné pour ça parce que je savais où je me situais. C'est le serment d'Hippocrate. Ce n'est pas je l'honneur, ne prime pas sûr, je le jure. Alors, pour ce cas de figure, Monsieur le Président, je ne veux pas l'admettre. Ça, je le dis, je connais déjà les acteurs. Moi-même, la prison, je pourrais faire ce jour-là la prison à la place de ceux-là. La prison,
C'est construit pour des êtres humains. Aucun animal en forêt n'est censé faire la prison. Aucun animal en forêt n'est censé faire la prison si justice n'est pas faite suite à ce. Et s'ils sont incompétents, leur compétence est déjà limitée, qu'ils signent tous les documents possibles, que l'enfant soit évacué dans les structures compétentes, afin que. Et d'ailleurs même, il faudrait que cet enfant, la prise en charge soit à vie. Ça, c'est ce que je vous demande. Merci. Témoignage de la mère. C'est une stagiaire. Ascorine. Dans nos enquêtes, dans les hôpitaux, là, ils fatiguent les stagiaires. C'est vrai qu'ils apprennent le métier. Mais pendant qu'on abandonne les stagiaires avec les malades qui apprennent, les responsables de service sont chez eux assis. Parce qu'une stagiaire, le CHU, c'est la formation. Mais on est formé par celui qui connaît. Comment une stagiaire, on peut laisser une stagiaire aller brûler un enfant dans un CHU? Une stagiaire. Voilà. Parce que même la major de service doit être aussi impliquée. Parce qu'elle est responsable de cette situation. La major qui a travaillé ce jour-là, c'est sûr que la major était chez elle, pénale, elle dormait. La major doit être impliquée. Parce que le CHU, la stagiaire, elle apprend. Voilà comment une stagiaire va brûler un enfant. Elle a confondu l'eau chaude à l'eau froide. Elle prend l'enfant, elle trempe dans l'eau. C'était l'eau chaude. Voilà. Et c'est la stagiaire qui paye seule. Non. La major, le médecin de garde aussi, doivent être impliqués. Ça, ce problème-là, Ascorine a passé ça depuis longtemps. On a posé ce problème-là, il n'écoute pas. Bébé noir aujourd'hui qui se retrouve impuissant, le pauvre enfant qu'on avait enlevé le rein. Ce sont les stagiaires. Toujours les stagiaires qui ont fait les pansements et qui ont fait tout. Le professeur lui-même, il était assis chez lui pénal. Trop d'erreurs et de négligence, monsieur le président. La santé a un coût. La vie ne s'achète pas. Je n'ai pas, si on achetait la vie, et je crois que tout le monde ferait tout pour être milliardaire, pour payer la vie. Mais comme nous tous, on est appelés à mourir. Donc, arrangeons. Hier, j'étais à Jean de Boris, ils ont dit, j'ai rencontré le DG, qui pour lui, parce que je lui dis des mots qui blessent, mais ça ne devrait pas le blesser. Est-ce que c'est pas méchant de dire que les professeurs doivent aller enseigner les gens? Quand on est professeur, là, c'est pour enseigner. Maintenant, quand moi, je suis usager, je reste 2 heures de temps pour attendre le professeur qui est en train d'opérer. Est-ce que c'est normal? Mais quand il opère, là, c'est pas cadeau. C'est pas au titre de DG, il opère en tant que gynécologue. Mais il a des ristournes. Et c'est comme ça qu'ils inventent les opérations dans les hôpitaux, juste pour avoir des ristournes. Depuis 80, quand l'affaire Sarah, là, c'est là où on a compris que chaque fois qu'ils opèrent, ils déclenchent les césariennes, ils déclenchent tout. C'est pour augmenter les salaires à la fin du mois. Ça existe depuis longtemps. On a dénoncé ça, ça n'a pas été arrangé. Voilà. Hier, ils nous ont dit, il a appelé le professeur qui est chargé du dossier de la. Elle a dit non. Moi, j'ai dit à la dame, madame Amiton, vous comprenez. J'ai dit non, on est venu pour que tu nous rassures. Elle dit non, l'enfant, on s'occupe que des blessures et c'est en train de se cicatriser. Quand vous nous demandez de motiver une évacuation sanitaire, qu'est-ce que je vais mettre dans le dossier puisque la cicatrisation se fait déjà? C'était hier, j'étais témoin, j'ai dit devant le professeur que j'ai entendu de mes oreilles. Mais pourquoi on appelle encore la mère dans la nuit, donner des poches des gens, des sangs, que l'enfant n'est plus en néonat, et on nous monte maintenant l'enfant dans un autre service, parce que ça se complique. Si l'enfant là meurt, Jean de Boris sera responsable. Ils seront responsables. Parce que hier, pas plus tard que hier, j'ai rencontré le médecin traitant, un certain professeur, son nom c'est professeur qui? Professeur Christy. Elle était face à moi et le directeur général. Et la grande sœur et la maman, nous étions au bureau du DG pour qu'il nous certifie. J'allais humblement dire au professeur, si l'hôpital est limité, parce que le cas est grave, motivez déjà pendant qu'il est temps une évacuation sanitaire. Madame le professeur a dit non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que Madame Aminata, l'enfant, les plaies sont déjà en train de se cicatriser. Le pire est passé. Les doigts de l'enfant sont quittés. Avec l'eau chaude là, tous les doigts, l'enfant a déjà une infirmité parce qu'il n'aura plus d'orteils. C'est quitté seul avec la chaleur. Mais là, cet enfant-là présente beaucoup de complications. Est-ce que vous êtes capable de soigner ça ici? Oh oui! Maintenant, pourquoi vous appelez les parents dans la nuit, oh, ils nous font les poches de sang, on met maintenant l'enfant dans un autre service. S'il arrive quelque chose, on ne prévoit pas. Mais on vous a dit, si vous êtes limité, envoyez l'enfant ailleurs.
Là, maintenant, hier, je découvre qu'ils disent que la mère vient en état d'ébriété. Vous pensez que cette jeune fille-là va aller voir son enfant en temps... simplement, c'est les motifs qu'ils inventent. Maintenant, là, chez les autres, hein, c'est pas moi qui invente. Les néonates, là, les parents ne devraient même pas garder les enfants. Une mère qui accouche, elle vient à l'hôpital seulement regarder si l'enfant est bien traité. Ils sont bien suivis, bien traités. Mais ici au Gabon, il faut que la mère soit là. Mais on vous paye pourquoi? Vous êtes payé à la fin du mois pour faire quoi? Les mères doivent être encore dans les CHU, surtout dans les services aussi sensibles, où c'est vous qui devez faire la garde, c'est vous. J'ai été témoin d'une situation où, quand la maman appelle l'infirmier de garde, le médecin de garde dans la nuit, il dit au malade, ah tu nous déranges, nous on veut dormir. J'ai vu ça, j'ai entendu ça. Devant le DG, il a fait quoi? Oh non, elle est en état de psychologie, d'état machin, elle est dépressive et tout ça. Toujours dans le mensonge. Les parents, c'est eux-mêmes qui, quelquefois, dépiquent les malades. Ils sont en train de dormir parce que après il faut aller à une autre garde. Parce qu'elle est fatiguée du sommeil de l'autre garde. Mais en fait, ça, c'est quelle façon de chercher l'argent? Les autres qu'on avait renvoyés à Jean de Bory à l'époque où on appliquait la loi, mais aujourd'hui, ça fait de lui un homme valable, un médecin. SOS médecin, c'est un Gabonais. Il a prouvé que je peux. Et quand on avait licencié Jean de Bory, on disait qu'on ne voulait pas de les médecins du privé aller dans le privé. Mais aujourd'hui, il a créé sa structure qui était modèle et qui fait la fierté du Gabon. Mais vous cherchez l'argent, quelle qualité d'argent sur le sang des gens? Les parents font tout. Les infirmiers dorment, les machins. Et si nous, on vous faisait les rapports, là, le bébé là-haut, c'est vous. Dès que j'étais hier te voir, ne me dis pas que ma longue bouche, j'ai inventé. J'étais témoin. Vous avez dit c'est les blessures, c'est déjà cicatrisé. Maintenant, quand vous demandez, à 22 h, vous appelez une mère pour dire, oh, il nous faut une poche de sang. C'est quelle maladie qui est arrivée maintenant hier? On vous a dit d'évacuer l'enfant là parce qu'on vous connaît. Vous avez dit, vous pouvez, non? Alors, peine à peine maintenant, allez-y. Mais qu'on n'entende pas que l'enfant l'ait décidé. Tu as dit c'est la cicatrisation. Maintenant, la maladie qui amène l'enfant en haut, là, c'est quoi? Que vous appelez la mère d'art dans la nuit. Je suis Madame Marlise Lebunzi, mère d'une victime qui a fallu être violée, mais la louange soit rendue à Dieu qui a permis qu'il n'y ait pas action. C'est le mois d'octobre, un samedi, 26 octobre, je suis à La Réunion parce que je suis dans l'association de Ascorim. Donc on avait eu réunion ce jour-là. Et pendant que nous étions en réunion, le téléphone a sonné en disant, mon mari m'appelle, me faisant comprendre que l'enfant avait disparu, ma fille avait disparu le 26. Ah, je suis paniquée. L'enfant que j'ai laissé à la maison le matin, moi je suis commerçante, le matin je sors, je vais d'abord au marché. Et à 15 h, nous sommes venus à la réunion. Maintenant, l'enfant a disparu. Qu'elle est allée où? J'habite au Windo, précisément à Windo. Alors, c'est ainsi que je voulais prendre à partir directement à la maison, mais après, la pensée me dit non, mais tu ne peux pas partir comme ça sans pourtant que je ne dise à la présidente. Donc, je me suis rapprochée de la présidente qui est Adama Minata et je lui ai fait le rapport en disant voilà, on vient à peine de m'appeler que ma fille a disparu. Elle a crié, ça c'est encore les crimes rituels. Et c'est ainsi que j'ai pris la voiture, je suis allée au marché. Pendant que j'étais au niveau d'Awenje, monsieur m'appelle me disant que l'enfant avait été retrouvé aux environs de 18 h, mais va au marché, l'enfant est au marché. Je suis arrivée au marché, là où je vends, à la Signé au terminus. Je vois ma fille avec ma plus grande fille. La grande fille vient vers moi me disant, maman, calme-toi, ça ne vaut la peine d'être stressé. On rend grâce à Dieu du fait que l'enfant a été retrouvé. Voici, elle m'a essayé de me relater un peu l'histoire. Bon, ne voulant pas attirer l'attention des autres, je suis allée payer du pain et j'ai pris ma fille. Nous sommes allés à la maison, j'ai laissé la grande avec la marchandise. J'ai dit, ramasse et puis tu me suis. Arrivé à la maison, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu étais où pour être enlevé?
Elle me fait comprendre qu'elle avait fini de faire sa vaisselle et puis elle était allée chez la voisine, puisqu'il y a les enfants chez les voisins aussi. Elle était allée chez les voisines et puis la voisine, ce samedi-là, avait accouché et elle sortait de l'hôpital. Donc elle avait besoin de la tétine du biberon. Elle a envoyé sa fille et ma fille en pharmacie pour aller payer la tétine du biberon. Et c'est pendant que les enfants étaient en train d'aller payer la tétine du biberon que le monsieur surgit en leur trompant en disant « Ce dont vous avez besoin, ce dont vous a commissionné, je suis capable d'aller payer, donnez-moi. » Et il a rassuré les enfants. Et avant de savoir, au lieu de rentrer en pharmacie, il traverse la route vers le lycée d'Aoungu. Il prend la plus grande qui est la fille de la voisine. Il dit « Attends-moi chez le cordonnier ». Ma fille, qui était la plus petite, il la prend. Il dit non, on va aller chez le boutiquier. Je vais d'abord payer quelque chose chez le boutiquier. Et puis après, on va aller payer, on va aller prendre ce dont. Je vais rentrer à l'autre boutique pour voir si on ne va pas trouver ce dont on vous a commissionné. La fille dit mais c'est à la pharmacie qu'on nous a dit d'aller payer la tétine. Mais comment fait-il que vous avez dit chez le boutiquier? Il dit non, ne t'en fais pas et tout. Donc il a embrouillé l'enfant juste pour ne pas aller trop loin. Il a embrouillé l'enfant jusqu'à conduire l'enfant dans une maison inachevée au rail. Donc il y a une maison qui est au rail inachevée. C'est là où les crimes rituels se font. C'est là où je ne sais pas quoi ça se fait. Parce que lorsque je dis aux autres au marché, on me dit mais attends, c'est pas dans la même maison qu'on avait trouvé une jeune fille enceinte morte. Moi, je ne suis jamais allée. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non. Nous avons les autorités dans ce pays. Je me suis rendue au poste de police qui est proche de nous. Donc, je suis allée à la police, j'ai porté plainte. Par la grâce de Dieu, bon, ils m'ont rassuré qu'ils vont faire le travail qu'il faut en tant que machin policier et tout et tout. Mais jusqu'à vendredi, quand est-ce? Parce qu'il y a eu la remise de cadeaux le vendredi passé par le délégué de la commune d'Ovendo. Donc, mes enfants étaient parmi les enfants qui devraient recevoir ces cadeaux. Et c'est au cours de cette cérémonie, après que les enfants ont reçu les cadeaux, que l'enfant me dit, maman, celui qui avait tenté de me violer est à l'intérieur. Quoi? C'est que tu dis, c'est une réalité. Il me dit, maman, c'est la vérité, le monsieur est à l'intérieur. Effectivement, lorsqu'on traverse, il me dit, voici le monsieur qui arrive avec deux enfants à la main. On a attendu que le monsieur sorte. On a avisé les policiers qui étaient là. On a essayé de leur dire l'histoire. Ils nous ont amenés au commissariat en question, là où j'avais porté plainte. Maintenant, pourquoi je viens intervenir ce matin? Parce que j'ai vu quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui ne doit pas se faire. Moi, ma mère est l'unique enfant de son père et sa mère. Elle n'a ni frère ni soeur. Unique. Ce n'est pas que Dieu l'a envoyé sur terre unique. Non, peut-être c'est l'ennemi. Parce qu'elle avait d'autres frères qui sont partis. Donc elle est restée seule. Donc maintenant, lorsque j'arrive lundi matin, parce que j'avais rendez-vous lundi matin avec le capitaine, on constate qu'il a fait venir ses parents jusqu'à les greffiers, parce qu'il y a une dame qui vient se présenter à un capitaine en disant non, elle était greffier et tout, machin. Elle insiste qu'elle veut avoir un échange avec le groupe, comme le monsieur en question, machin, jusqu'à vouloir. En tout cas, monsieur le président de la République, et non seulement ma fille, je bénis Dieu parce que l'action chez elle n'a pas été faite, mais il y a une avant ça qui avait été violée, que ce soit par le devant, que ce soit par le derrière. Par la même personne, parce qu'on a fait venir cette petite fille et sa sœur, qui était le moment où le même monsieur avait pris l'enfant pour amener toujours à la même maison inachevée. Et que je vais encore déclarer que jusqu'à présent, même les autorités ne sont même jamais allées voir la maison là. C'est à moi qu'on demande d'aller voir la maison. Monsieur le Président, je m'adresse à vous. Parce que je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de long bras, je ne connais personne à la justice. Je connais que Dieu vous a mandaté le 30 août pour vous mettre à la tête de la nation gabonaise. Avec votre épouse
c'est à vous que je m'adresse. Moi qui n'ai pas de l'ombre et moi qui n'ai pas l'argent pour payer un greffier ou un avocat pour prendre soin de ma situation. Donc, cette personne, plus qu'il a des greffiers, des personnes, des policiers qui sont ses parents, va-t-il être en liberté comme ça pendant qu'il y a déjà des personnes qui n'étaient même pas préparées pour cet acte? Monsieur le Président de la République, nous sommes à Ovendo. Et le monsieur dit, il est au Carrefour Signy. Moi, qu'est-ce que je vais aller faire à Ovendo? Le Carrefour Signy et à Wungu. Quelle est la différence? Comment il a fait pour quitter le Carrefour Signy pour se retrouver là où on remettait à Wungu, là où vers le lycée technique, là où on remettait les cadeaux des enfants? Et sa soeur arrive parce que les greffiers, elle dit, machin, lui, il est nouveau ici à Libreville, dans l'estuaire, machin, lui. C'est que nous voulons, les trois familles, parce que nous sommes trois, sur la même pause. Je dis bien, Dieu merci pour moi. Il a juste voulu, il a déshabillé l'enfant. Après, Dieu a fait ce qu'il a fait, son miracle. Il s'est enfui, on ne sait pas comment il s'est enfui. C'est que c'est la main de Dieu qui est au contrôle. Mais pour celle qu'il a sodomisée et l'autre, va-t-il encore être en liberté? Parce que le Gabon est un Gabon de longs parents, comme de l'ombre, et nous qui n'avons pas de l'ombre, nous qui n'avons pas de moyens pour payer des avocats ou des greffiers. Donc, il n'y aura pas de justice pour nous, Monsieur le Président. Vous êtes au soleil, hein? Ça vous fait mal aux yeux? Oui, de l'info. Il a dit que lui, il avait déjà pris les crimes, il pense c'est mal le viol. Maintenant, il faut arrêter ça.